Georges Pauget a dit, je cite, le leadership, c'est à la fois être devant et aller de l'avant. Fin de citation. Notre personnalité du jour l'incarne à la perfection. C'est un leader né en chiffres. C'est 45 ans pour plus de 7 500 000 vues sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Plus de 30 millions de vues à nos jours pour les vidéos postées sur YouTube. 7 ans d'études bibliques. Il est le président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire qui regroupe plus de 10 500 pasteurs. Un groupe, GMC Ministry Network, comprenant plusieurs entreprises, une entreprise spécialisée dans la vente et location de voitures, une société immobilière qui lui rapporte plus de 800 millions de chiffres d'affaires. 3 ouvrages, le secret de la réussite. Comment posséder une année et devenir milliardaire? Comment réussir à l'étranger? Plusieurs prix et récompenses, parmi lesquels meilleur influenceur de l'Afrique de l'Ouest, festival de la culture burkinabé. Plus de 200 conférences et conventions à nos jours, regroupant de milliers d'adhérents et de fidèles. Il est veuf et père dévoué de 5 enfants. Chers Septalkers et Septalkeuses, vous avez fait le choix du Septalk ce jour. Très bon choix. Nous allons passer un moment exceptionnel avec une personnalité exceptionnelle. Je suis à Abidjan pour cela. Bienvenue dans le Septalk. Monsieur Makosso, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, Fatima. Alors, je suis très heureuse d'être chez toi. Plaisir partagé. On va échanger aujourd'hui sur qui est réellement le général. On connaît Monsieur Camille Makosso, le général, l'influenceur. Mais qui es-tu réellement? On va essayer d'égratigner aujourd'hui. Ça te convient, ça? Ça me convient. On est à un endroit qui te sied. Vraiment, cet endroit te parle le plus. C'est ici que se passe l'essentiel de la marmaille. Que représente cet endroit pour toi? Ça représente tout. C'est ici qu'on a commencé. En 2016, notre premier bureau. On a vu ce bureau être métamorphosé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à partir d'ici, nous sommes en train de conquérir le monde. C'est bien, le monde tu le conquiers et tu y vis aussi. Ton quotidien se résume à quoi à ce jour? Le quotidien se résume à d'abord m'occuper de mes enfants. C'est d'abord qui est ma priorité. Ensuite, s'occuper des différentes entreprises dont nous avons la tête. S'occuper des organisations pastorales dont nous avons aussi la tête et aussi s'occuper des fidèles qui sont dans le monde entier. Alors, donc, ce sont des journées tellement chargées où chaque minute a son importance. Je confirme. Et pour cette émission, tu as dégagé du temps et moi ainsi que les Septalkers, nous te disons merci pour cela. Alors, concrètement, quand tu te lèves le matin, la journée type du général Makosso, c'est quoi? Tu fais quoi? Tu as fait quoi avant de venir ici, par exemple? D'abord, je dors. Tu dors beaucoup? Oui, bien sûr. À partir de 2 h du matin, quand je finis de travailler, je dors jusqu'à 10 h. Personne n'a le droit de me réveiller parce que je n'appartiens pas, je ne suis pas au service d'eux. Je suis à mon propre service, donc je dors, je me réveille à partir de 11 h, 10 h si je veux. Si j'ai envie de me rendormir encore, je me rendors. Voilà. Et une fois que je me lève, 12 h, 14 h, le travail commence jusqu'à 2 h du matin. C'est l'avantage d'être aussi son propre patron. Exactement. On peut faire le choix de se lever quand on veut. Ça, c'est très important. Et ensuite, il faut d'abord répondre minimum à 1000 messages par jour, 1000 messages WhatsApp. Il faut les répondre, il faut envoyer des prières, il faut ensuite faire les listes de diffusion. Il faut ensuite faire la synthèse des différentes activités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine pastoral et autres, prendre un peu les nouvelles en 1 heure. Et ensuite, quand il y a des rendez-vous, tout est coordonné dans un agenda. Chaque élément écrit 12 h 30, je sais ce que j'ai à faire. Tout est organisé. Il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de personnes que je perds le temps avec eux pour causer autre. Je n'ai pas le temps pour ça. Tout est professionnel. Alors, tout est tellement professionnel et tu as tellement de cordes à ton arc. On va parler un peu de tout ça, on va parler de tes différentes entreprises, on va parler de tes enfants, de ton quotidien en tant que papa. Et aussi, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se cache derrière toute cette confiance en soi, voilà, qu'est-ce qu'il y a au fond de son cœur. On va égratigner comme on peut. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Je me sens très bien dans ce bureau, bien climatisé, très confortable. En face de moi, quelqu'un d'élégant. Est-ce que c'est important pour toi? Tu es toujours sapé. Quels sont tes goûts en termes de vêtements? Moi, je n'ai pas de goût. Moi, je suis un enfant d'Abobo. Ce que je trouve, je porte. Ah, on te reproche tes chapeaux tout le temps, ton carré. J'aime bien ça. Ça me permet de pouvoir cacher un peu ma calvitie. Ah, c'est pour ça le chapeau. Tout à fait, c'est pour ça que je porte le chapeau. Sinon, moi, je n'ai pas de goût. Ce que je trouve, ça me plaît, je porte. Je ne connais pas de marque.
Actuellement, tu vis en Côte d'Ivoire ou à Paris, parce que tu es un peu partout, on ne sait même plus. Non, moi j'appartiens au monde entier. Je ne peux D'accord. pas dire que j'appartiens ici, mais je peux dire que ma base c'est Abidjan. Les enfants fréquentent au niveau de la France, là-bas c'est pour les études. Ensuite ils rentrent en Côte d'Ivoire pour les vacances et autres. Donc c'est vrai qu'à Paris nous avons une maison, mais ma base c'est plus Abidjan. Paris, quand je suis là, c'est pour l'international. Voilà, Asie, Amérique, Europe. D'accord. Abidjan coordonne tout ce qui est Afrique. Dans tout ça, tu t'épanouis comment? Qui t'accompagne? Tu es tout seul vraiment actuellement? Tu n'as Ah, pas mais quelqu'un? moi, Un homme quand même a besoin d'être voilà, dans son quotidien, accompagnement. Mon épanouissement, ce sont mes collaborateurs, Mathieu et autres. Mon épanouissement, c'est quand j'allume ma caméra, que je suis en face de 5, 6, 7 000 personnes. Voici mon épanouissement. Okay. À part ça, il n'y a pas un épanouissement que je n'ai pas encore connu dans ma vie. J'ai tout connu. En termes tout ce qui est épanouissement, tout ce qui est plaisir et autres. Aujourd'hui, je suis focus sur comment marquer mon temps, mon histoire, mon époque pour laisser un héritage aux générations futures. Le reste, ce sont des pertes de temps. Ce que tu laisses aux générations, c'est ta prêche. Tu es un bon prédicateur, tu es un pasteur, tu as fait des études bibliques pour. Comment te naît cette envie d'être pasteur? Est-ce que tu es... C'est pas une envie, est-ce que tu décides? Bah oui, dis-moi. Si ça ne tenait qu'à moi, j'allais jamais répondre à l'appel de Dieu. D'accord. J'allais plus m'engager dans le domaine de la politique. J'estime que je suis le numéro 1 dans mon pays en matière de parole. Il y a Charles Blé Goudé et à moi. Voilà, le reste, ce sont des enfants qui apprennent à parler sur le plan national et autres. Donc, j'allais plus me sentir à l'aise dans le domaine de la politique. Oui. Moi, c'était ça. Mais... soit avocat international, soit homme politique. Et puis, quand Dieu te choisit, tu sais pas quelque chose que tu forces. Voilà. Comment le ça vient d'abord par des révélations. Il te montre des choses. Tu ne dors pas la nuit. Tu es éveillé. Quand tu fermes les yeux, tu te vois dans des croisades, dans des veillées de prières, etc. Lorsque tu rencontres une personne malade, tu as un chagrin dans ton cœur où tu entends à l'intérieur de toi, je veux t'utiliser pour guérir ces personnes. Et après, tu réponds à son appel. Ça fait maintenant un quart de siècle que nous sommes dedans. Bah oui. Un quart de siècle. Alors, c'est quand il t'appelle que tu as commencé les études bibliques ou tu... Non. J'ai commencé d'abord le sévi. Oui. Mais comme il y avait cette théorie qui disait, oh non, quand tu n'as pas la formation biblique et autres, bon, on va aller faire la formation biblique pour au moins avoir des diplômes qui vont légitimer ce que nous faisons sur le terrain. Parce qu'il y a un niveau de débat où on te demande où sont tes diplômes. Donc, tu es obligé d'aller faire la théologie, tu es obligé d'avoir ton, comme on appelle ça, l'année prochaine, je fais en soutenant son doctorat dans le domaine de la divinité, de l'onction. Et puis à partir de là, voilà, ça permet de pouvoir convaincre certaines personnes, parce que tu peux arriver aux États-Unis, avant d'intervenir dans certaines églises aux États-Unis, on te demande ton diplôme, c'est obligatoire. Ah oui. Donc je fais ma formation au niveau de l'Institut biblique international de Réma, qui est lié à l'Université biblique de Kenneth Hagin aux États-Unis. Ça nous permet d'avoir un certain contenu et ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle la gestion des hommes. Parce que c'est très important de savoir gérer les hommes. Parce que tu peux avoir le don et si tu n'as pas la connaissance, tu vas tout détruire. Et l'onction, le fait que de donner aux gens une certaine émotion, le fait aussi d'imposer les mains, tout ça, ça s'apprend à l'étude biblique ou bien ça vient de... Non, ça c'est un prix qu'on paye. L'onction, c'est un prix. Oui. L'onction, c'est une puissance surnaturelle que Dieu te donne pour faire des choses que les hommes ordinaires n'arrivent pas à faire. Et tu estimes... Donc, dans les guérisons, dans les miracles et autres, ça, c'est Dieu qui utilise un corps. Là, tu deviens comme un monstre. Comment ça arrive, ça? Ça arrive, ça peut pas, on ne peut pas l'expliquer, c'est une énergie, c'est un don. Tu as appelé pour ça. D'accord. Tu as appelé pour ça, c'est quelque chose que tu as qui se déclenche lorsque tu es dans l'exercice de tes fonctions. Et toi-même, tu ne contrôles plus le mouvement. D'accord. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu es un peu fatigué, tu as envie d'arrêter, mais tu sens qu'il y a une autre personne en toi qui est en train de prendre le relais et qui accélère les choses. C'est pour cela, dans la Bible, on dit Christ en nous, espérant de la gloire. Notre corps ne nous appartient plus, c'est le temps du Saint-Esprit. Il t'utilise pour faire des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, qui apportent la preuve que ce que tu dis est vrai. Avant de faire cette émission, je prends souvent le temps de vraiment connaître mes invités. Il se peut que ça fait un bon bout de temps que tu es le vieux père à moi, et que je te connais pas mal, mais j'ai aussi pris le temps d'être à une de tes conférences pour voir comment ça se passe. Et j'avoue que j'étais agréablement surprise par le sérieux, mais aussi par l'impact que tu as sur des personnes. Ils étaient hyper nombreux. Comment tu expliques autant de fidèles pour écouter le général? Là, il n'y avait pas assez de fidèles, on n'a pas fait de mobilisation en tant que tel. Ils étaient à beaucoup. De la Guinée, j'étais un peu fatigué. Il fallait amener quelques messages sur WhatsApp parce que j'avais déjà annoncé la date. Il fallait aller tenir le programme en tant que tel et autre. Moi, je n'étais pas trop satisfait du programme parce que je suis arrivé très fatigué. Ouais. Et avant le programme, j'avais fait 1 heure encore. J'étais sur les réseaux sociaux avec les Yaka et autres. Donc, on était en train de se chamailler sur d'autres choses. Donc, je n'étais pas préparé et autres. Mais Dieu a pu faire ces choses et autres. Sinon... Comment tu expliques la présence Les fidèles et le général se connaissent. Il y a l'homme des réseaux, il y a l'homme des affaires, il y a l'homme de Dieu.
C'est 3 personnalités totalement différentes. Je me définis comme étant un caméléon. Et ce Je caméléon... peux m'adapter à n'importe quel moment. Si aujourd'hui nous avons une rencontre avec les autorités de ce pays, ce n'est pas le général Kami Makosso qui va sur les réseaux. Là, on parle des choses de l'État. Exact. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons certaines audiences de certains gouvernants de certains pays autres pour échanger avec eux, parler de certains projets autres. Si tu n'as pas de contenance et autres, tu ne peux pas le faire. Alors moi, je veux qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. Dans cette émission, on a pour habitude de vraiment édifier sur ce qui est réellement sur le quotidien de la personne telle qu'elle, mais aussi sur comment la personne rentabilise. Tu fais beaucoup de voyages, entre 2 avions, en classe affaires, les enfants sont en classe affaires, c'est un rythme de vie, tu as des maisons. C'est vrai que tu as beaucoup de business, mais on veut comprendre comment tu rentabilises. Au niveau de l'église, vu que c'est de ça qu'on parle, comment tu rentabilises? Est-ce que c'est un business à la base, ça? Non, parce qu'il est formellement interdit de faire même une offrande à un de mes programmes. Mais tu en fais? Non. Ah. Jamais des offrandes dans mes programmes. Jamais, jamais, jamais. 1000, 2000 personnes sont rassemblées. Okay. Lorsqu'ils finissent, eux-mêmes, ça les surprend. Même quand je suis en train de prêcher, quelqu'un est venu déposer une offrande, je l'ai interdit. D'accord. Retourne, si tu appartiens à une église, retourne dans ton église. D'accord. Déposer ça au sein de ton église. Au niveau de l'offre de Dieu, moi, il n'y a pas de rentabilité. Ok. Même les prédications sur la dîme et autres, j'aime pas. D'accord. Voilà. Et les huiles d'onction et les autres. huiles d'onction, si une huile d'onction, par exemple, en Israël coûte 12 000, vous allez voir que le général fera tout pour prendre au moins la moitié du prix. D'accord. Et donner sa moitié prix. Parce que je ne veux pas qu'on lie mon image à l'argent des fidèles. Ça parce va, que ceux qui viennent à l'église sont la plupart économiquement faibles. C'est les pauvres. Raison pour laquelle je fais beaucoup d'affaires pour pouvoir organiser mes programmes et avoir ma liberté de parole. Lorsque des fidèles te donnent leur argent, ils peuvent un jour te dire ce qu'ils pensent. Ouais. Le fidèle peut venir devant toi pour dire, écoutez, général, je vais vous parler. Moi, j'aime pas la manière dont vous parlez sur les réseaux sociaux. Tu es obligé de l'écouter parce qu'il te donne de l'argent. Mais dans ce cas de figure, il ne peut pas le faire parce qu'il peut prendre une claque. Alors, dans ton refus de gérer de l'argent avec l'église, c'est surtout pour ça, pour ne pas avoir ce manque de respect. Je ne veux même pas que quelqu'un me manque de respect parce qu'il est venu donner juste 100 000. Jamais. Mais il y a des fidèles, par exemple, il y a des footballeurs professionnels qui sont bénis et qui disent, général, moi, je vais payer ma dîme. Là, ils payent les dîmes et on utilise les dîmes pour soutenir les veuves et les orphelins. Parce que nous avons 144 veuves et orphelins dont nous occupons de leur quotidien, des études de leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qui pèse énormément. Quelque chose qui pèse énormément, c'est le général Makosso est un faux pasteur. Est-ce que ça t'atteint? Ça se traîne depuis longtemps, ça, quand même. Non, ça me plaît. Parce que lorsqu'on te prend pour un faux et que des personnes découvrent plus tard un programme ce qu'ils n'ont jamais vu, ils sont tellement ébahis, étonnés qu'ils se disent, mais on m'avait dit que... Et c'est le petit côté là qui me plaît le plus. Je connais des pasteurs qui sont venus à certains de mes programmes juste par curiosité et autres. Mais après qui se disent, mais on ne savait pas que... Hier par exemple, lorsque on organisait la promotion, il y avait une femme qui vient avec ses 2 béquilles. Ah, j'ai été témoin. Qui a un diabète, qui ne peut pas marcher, qui jette ses béquilles et se met à courir. Mais comment tu expliques cela? Et c'est filmé en direct. Ce qui veut dire que si cette femme était venue faire le mensonge, les voisins du quartier qui la connaissent diront automatiquement, mais nous on la connaît ici, elle n'a jamais été malade, c'est du faux et autres. Donc ça me plaît. C'est la preuve que Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Et il utilise toujours des personnes dont on doute. Il prend des personnes qui sont refoulées, les personnes dont on ne veut pas accepter pour confondre. 80% des pasteurs qu'on considère être des bons pasteurs, moi je connais leur vie. D'accord. Je connais leur vie. J'ai plusieurs fois réglé les problèmes des enfants au mariage. Donc on se connaît. Ça représente. Moi je préfère être le bandit. Voilà, que Dieu utilise, que de me présenter comme un saint. Parce que si je veux faire l'hypocrisie, je peux bien le faire. Je me trouve une femme classique, bien haute. On commence à voir le général dans une certaine simplicité. Je retourne à l'institut biblique. Tout ça, c'est bien organisé, bien orchestré, autre. Et arrive à un certain moment donné, on commence maintenant à escroquer les gens. Mais tu dis, quand on est général Makosso, pasteur, président comment dire ça, d'une fédération, autant pour moi, désolé. On a 10 000 pasteurs sous ses ordres. Je veux savoir, on a quand même, on se doit d'être dans sa vie rangée, c'est-à-dire avoir une épouse, tout ça, ça compte ou non? Ma vie, elle est très rangée, les pasteurs me connaissent, parce qu'il y a le réseau social qui est la vraie vie. Non, ça, c'est le général Makosso. Le rangement, pour moi, c'est vraiment l'épouse au côté. Les pasteurs ont connu mon épouse. Ils connaissent la tragédie qui m'a frappé. Ils savent qu'actuellement, le mariage n'est pas pour moi une priorité des priorités. D'accord. Actuellement, c'est mes enfants, leur réussite qui est ma priorité. Donc, le fait que tu ne sois pas aujourd'hui aux côtés d'une femme, malgré que tu aies perdu déjà ton épouse, ça ne dérange pas? Non, au niveau des pasteurs, ils savent que ça ne dérange pas. Alors, donc, la rentabilité, on était dessus. On va dire qu'au niveau de l'église, tu ne gagnes pas vraiment d'argent. Là-bas, il n'y a rien. C'est là-bas, c'est le problème. Tu finis un programme, au moins 100, 200 personnes qui ont expliqué que ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas mangé. Super. Là-bas, c'est les dépenses. Là où tu rentabilises peut-être, c'est au niveau vraiment du business. Tu as la GMC Industry
qui regroupe plusieurs entreprises, dont une entreprise de vente et location de voitures. Ça, tu l'as depuis longtemps? Ça, c'est mon premier business. Ça t'a rapporté beaucoup d'argent, ça? Oui, beaucoup. Ça, c'est ma première activité, les ventes de voitures. Oui. Nous, on rachète des voitures, on les vend, on rachète. C'était d'abord une passion, partant en Belgique, acheter des voitures hautes. Et puis après, on s'est vu que les voitures devenaient un peu compliquées avec les problèmes de douane et autres. Donc, on s'est engagé maintenant dans le domaine de l'immobilier, là-bas qui rapporte plus, parce que pour faire 20-25 millions sur une maison, par exemple, là, on m'a appelé parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vendre des terrains qui coûtent 20 millions, qui les vend à 10 millions. Donc, si nous, on les rachète automatiquement, on attend par exemple 6 mois, on les revend après à 25 millions. Donc, là, c'est encore plus rentable. Il y a des personnes qui ont des problèmes, qui veulent vendre leur maison rapidement, des maisons pressées. Et vous pouvez l'acheter à 50 millions, une maison que vous pouvez revendre après modification à 120 millions. Donc là-bas, c'est des choses qui vont très vite. Tu es entouré d'une équipe pour tout ça parce que tu n'es pas présent. Donc, bien sûr, tout ce qui concerne chaque activité à son directeur. Au niveau de l'immobilier, c'est M. Trabi. C'est l'homme à tout faire, c'est lui qui gère tout. Moi, je supervise, je regarde, j'orchestre et autres, je les mets en garde. Je leur donne des objectifs à atteindre. Lorsqu'ils n'atteignent pas cet objectif, je le vis à la fin de l'année. Moi, il n'y a pas de sentiment dans les affaires. Il n'y a pas fait dire non, il faut laisser à Dieu. Ça n'existe pas chez moi dans les affaires. Le mot pardon, c'est mon totem. Donc, chaque entreprise, chaque secteur a son directeur. Son leader, a son directeur. Alors, qui coordonne les choses. Parlant de l'immobilier, le chiffre d'affaires est de 800 millions. À nos jours, ça reste le même chiffre d'affaires? Non, l'année dernière, c'était monté à 875. Cette année, on a pour objectif parce qu'il y a maintenant des trucs qui rentrent maintenant dans le business. Parce qu'eux, ils vont finir faire des immeubles meublés ici que nous finissons et nous vendons automatiquement le même système qu'ils font au niveau de Dubaï. Donc là, ça peut nous propulser encore plus, mais il faut prendre plusieurs autorisations. Et si tout est bien coordonné, ça peut monter jusqu'à près de ce sont des milliards. Bah oui, donc tout est une question. Et tout ça, grâce à quoi? À la popularité. Tu utilises les réseaux pour toucher le maximum de personnes et ça, tu réinjectes toute cette visibilité dans tes business et ça rapporte gros. Même bien sûr. Tout c'est la mamaille. Il y a des activités dans lesquelles tu n'as même pas besoin de faire un effort. Quelqu'un qu'on devait rencontrer par exemple le chef de l'État, tu fais la mise en relation, tu as au moins 2 ou 3% sur le chiffre d'affaires qui sort, c'est de l'argent. Bah, aujourd'hui, tu dirais que tu es un homme riche? Non, je dirais que je suis au service de mes enfants parce que je ne sais pas apprécier ce qu'on appelle l'argent. Oui. Voilà, je ne peux pas porter un habit pour dire que je me fais plaisir, oui, voici la toute dernière Mercedes. Je ne connais pas ça. Tout ce que je gagne est pour mes enfants. Comment ça se passe? Chaque enfant a son compte bancaire. Lorsqu'on fait une affaire, ça c'est pour tant, c'est pour tant. J'ai mis dans mon esprit que je suis l'employé de mes enfants. Donc ça fait en sorte que je ne fais pas des dépenses stupides et autres. Voilà, je ne suis pas des gens qu'une femme peut appeler pour offre-moi un nouveau téléphone. Oh, c'est ta grand-mère, ta maman sorcière, là, ça, elle lui donner un téléphone. Tu es qui pour que je t'offre un téléphone de 800 millions? Tu es qui? Voilà, tu dépenses. Les enfants, si ma fille me dit, papa, le tout dernier téléphone est sorti, au début, va pas ça, c'est dans ton compte. D'accord. Ça a tes risques et périls. Si demain tu n'as plus rien dans ton compte, ça a tes risques et périls. Je me suis focalisé comme ça. J'ai été dans ton chantier où voilà, ça travaille un peu immobilier et maison et j'ai vu, c'était impressionnant. Ça se passe comment concrètement? Ça veut dire que tu as parlé un peu, tu as brossé un peu le business, mais concrètement, tu as des employés, des maçons, tu as des équipes qui construisent ou bien c'est... Ce sont des équipes que nous prenons en contrat. D'accord. Nous prenons un terrain, nous le divisons en deux, vous montez 2 villas. Ok. On te confie soit à toi. D'accord. On prend un autre, on définit et vous avez 5 mois pour les finir. Oui. Maximum 1 mois, c'est le bonus. Ok. Si vous ne respectez pas le contrat, vous payez le marché. D'accord. Voilà. Et si vous ils peuvent être 5 ou 6 en train de construire et tout doit finir dans le même délai. Oui. Et nous avons tellement la clientèle, quelqu'un qui achète, on parle à un autre, l'autre en parle à un autre. Donc de bouche à oreille, qui fait en sorte qu'aujourd'hui même les commandes sont assez nombreuses. Ça n'a rien à voir même avec ceux qui vivent, je peux le dire, en Europe, qui souhaiteraient avoir des maisons et qui nous contactent pour pouvoir acquérir des maisons. Donc actuellement, on a plus de commandes par rapport à ce que, parce que nous sommes en train de produire 12 maisons par an. Maintenant, nous sommes passés à 24 maisons et à partir de l'année prochaine, ça sera 36 maisons que nous voulons faire. Mais si nous prenons aussi trop de commandes, que nous n'avons pas les terrains dans les zones qu'ils veulent, ça peut nous créer des problèmes. Ben ça, c'est lourd comme business. Ça te demande beaucoup de temps que tu n'as pas. Ça ne te demande pas beaucoup de temps d'être présent non plus. Chaque opérateur a ses chantiers. Tu les respectes, point. Les grossistes savent comment amener le matériel. C'est tout tôt et coordonné. Il faut le temps. On connaît le levier. On sait que là, c'est la fondation. Après, tel, il faut tel. Donc, c'est en fonction de ça qu'on donne l'argent.
On a parlé de l'église, de toi en tant que pasteur et président, et on a parlé de l'immobilier, on a parlé des voitures et vente, c'est vente et location, c'est ça? Vente et location. Tu as combien de voitures, une flotte de combien de voitures maintenant? Actuellement, nous avons une flotte de 12. 12 voitures. De 12 véhicules. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des locations se font maintenant avec des entreprises. D'accord. Qui ne veulent pas acheter des véhicules, qui louent des véhicules avec vous. Nous, on s'occupe de l'entretien et chaque mois, ils nous donnent notre argent tranquillement. D'accord, donc une flotte de 12 voitures. L'immobilier, ça marche très bien. Tu es agriculteur aussi. Là, c'est l'élevage. C'est cette année que nous sommes beaucoup engagés dans le domaine de l'agriculture avec les pasteurs. Parce que beaucoup de pasteurs à l'intérieur du pays nous disaient que nous avons des terrains. On n'a pas les moyens. Bon, on a fait un business. Je fournis les fonds. Vous réalisez soit le maïs, soit, je peux le dire, la tomate, soit le manioc. Vous avez 60% du bénéfice. Moi, j'ai 40% du bénéfice. Donc là, on est tranquille. Ensuite, au niveau de l'élevage, nous n'avons pas encore lancé parce qu'il fallait finaliser les constructions. On a fini les différentes constructions. Nous allons lancer un programme sur 5 000 poulets d'abord et ensuite 10 000 poulets. Et surtout un autre secteur qui est très rentable, ce sont les lapins. Les lapins, parce que là, avec mon ami Mola qui m'a beaucoup inspiré là-dedans, il y a beaucoup de demandes en ce qui concerne les hôtels, les restaurants, tout dans le domaine des lapins. Et puis après, maintenant, nous allons nous engager dans le domaine de la pisciculture. Incroyable, ça fait beaucoup. Mais écoute, normalement, mais tu sais, normalement, avec tous tes business et ton mindset de businessman, tu devais être un bon Bamileke. Oui, logiquement. Hein? On devait être sur l'Incam Dem et autres, là. Donc pas à Tangana. Mais c'est vrai que les Atangana aussi, bon, c'est une région où il y en a de bons businessmen. Il ne faut pas que j'entre dans ça. Mais quand on t'entend, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on t'entend, ce mindset de businessman, c'est incroyable. Il n'y a rien qui t'ébranle en business. Tu estimes que tu es né pour être premier et riche. Exactement. Et ça se passe comme ça. Tu peux faire une affaire, ça peut échouer, mais c'est une expérience. Tu as eu beaucoup d'expérience dans ce sens. On a eu des gens qui sont venus faire des trucs, qui nous ont pris 40 millions, après on n'a plus revu. On se dit, c'est l'expérience. Et ça te fait quoi quand tu es frappé? Le marmailleur est marmaillé. Moi, ça ne me fait rien. Ah. Rien du tout. Parce que je me dis, c'est moi qui ai gagné cet argent. D'accord. Donc, tant que je suis en vie, ça reviendra. Il y a des personnes qui peuvent t'appeler, tu peux aller rencontrer, par exemple, une personnalité multimilliardaire, juste du fait qu'il te rencontre, il est content, autre, il peut te donner 50 millions. Ah, ça aussi, c'est... tu reçois beaucoup de choses comme ça, des argents. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est bon d'être populaire. Oui, c'est bon d'être populaire, voilà. Tu arrives dans une famille, le monsieur te voit, il est content. Pour lui, c'est un honneur de s'afficher avec toi. C'est un grand honneur. Il veut te montrer aussi qu'il est un dur. Il peut te donner une claquée, par exemple, 15 millions, 20 millions. On va parler de ton influence et de tout ce qui est réseau. Pour l'instant, j'ai envie qu'on parle de ton cercle familial. Tes enfants sont de grandes filles, tu as de grandes filles intelligentes, tu as un garçon qui est vraiment intelligent. Ils sont à peu près tout le temps, on va le dire, un peu seuls. Ça ne te peine pas d'être loin d'eux tout le temps? Souvent, oui. Souvent, ça me peine parce qu'il faut les appeler à tout le monde pour les rassurer. C'est pour ça que quand je suis avec eux, je donne le maximum. Quand je suis avec eux, si on a une journée et autre, ou 3 jours, 5 jours à faire, là, je donne le maximum pour pratiquement un mois. Là, je suis avec eux, on fait tout ensemble, tout. Ce qui fait en sorte qu'ils ne sentent pas. Et je sais leur parler. Je sais leur faire comprendre que tout ce que je fais, le temps qu'ils ne me voient pas, c'est dans le but de pouvoir leur construire un avenir. Voilà, donc ils doivent être conscients de cela. Cet avenir. Dans leur esprit que nous sommes une dynastie. Voilà. Cet avenir, aujourd'hui, tu l'as construit seul avec tes enfants. Tu as passé un moment très pénible. On a été tous témoins, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Tu as perdu leur maman. Tu es devenu du jour au lendemain père célibataire, 5 enfants à ta charge. Tu as tous tes business, tu dois être debout, tu ne dois pas t'effondrer pour que tes enfants te voient solide. Est-ce qu'à un moment tu craques? Il t'arrive de t'enfermer et de te dire que je n'en peux plus? Non, jamais. Non, ça jamais. Non, ça, c'est pas un enfant d'Abobo. Je me dis même que j'ai encore rien fait. D'accord. Chaque matin, quand je me lève, je dis, mon ami, tu as échoué. Tu as perdu du temps. Tu as 45 ans, Joe, dans 20 ans, tu seras vieux, tu n'auras plus la force. Donc réalise tout ce que tu n'as pas encore réalisé. Je n'ai pas encore réalisé mes 5 cathédrales que je dois prendre sur implanter. Je n'ai pas encore implanté mes 50 autres églises dans le monde entier. Donc il y a des choses que je me dis que je n'ai pas encore fait. Donc jamais je vais me dire non, je vais claquer. Claquer par rapport à quoi? D'accord. Non, solide je suis en concurrence. Voilà, il y a trop de concurrents que je dois démonter, leur prouver que je ne suis pas le camarade. Mais quand je parle de craquer, c'est surtout pour les enfants. C'est dur à s'occuper. Tu as quand même des garçons en bas âge. C'est pas dur? Non, il n'y a rien qui est dur. Mais il faut les déposer à l'école. Il fallait tout ça. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Ils n'ont qu'à s'amuser. Donc quand il y a l'argent, tout va. Tu te dis que bon, la condition de vie fait que c'est plus facile. Les bonnes conditions de vie n'ont pas de problème. D'accord. Voilà, quand il y a un problème, ils me parlent, on se vend, on se gère. D'accord. Voilà, il n'y a pas de problème dans ça. Ils ne peuvent jamais être tristes même par rapport à... Non, eux-mêmes ils savent. D'accord. Ils ont qu'à me dire qu'ils sont tristes. Ils connaissent qu'ils étaient dans la souffrance à Bobo Baoulé. Ils savent.
le bonheur qu'on aime, dans lequel maintenant on est. C'est bien. Bah écoute. Mais souvent, c'est la tristesse du fait qu'il n'y a pas leur maman. Ils se sentent un peu seuls. Quand je le sens, il faut que je compte ça dans les petits jeux, dans les petites marmailles et autres, les taquinements, et puis ça passe. Voilà. Toi, tu as vécu le moment en tant qu'homme seul, comment? Tu le vis comment? Un homme qui a perdu son époux, le veuf que tu es, ressent quoi? Non, tu ressens beaucoup de douleur. Et tu prends cette douleur pour la transformer en énergie de travail. C'est le seul secret. Prends la douleur et transforme ça dans une énergie de travail. Tu t'occupes au maximum, tu t'occupes pour ne pas penser. À un moment donné, ça va t'arriver, des souvenirs qui vont venir, tu vas craquer, pleure. Quand tu dois pleurer, pleure. Mets-toi à genoux, pleure. Et quand tu finis de pleurer, tu te lèves et tu avances. Quand on t'écoute, on sent encore un attachement. Est-ce que tu vas pouvoir te détacher un jour et peut-être avoir quelqu'un dans ta vie, ça? Tu ne peux jamais te détacher de la personne, mais tu pourras avoir quelqu'un dans ta vie. Parce que dire que je vais me détacher, non, c'est faux. Tout ce qui te disent, ils mentent. D'accord. L'amour de ta vie reste unique. D'accord. Une femme peut entrer dans ta vie, une personne peut entrer dans ta vie, elle peut partager ta vie. Tu vas l'aimer de tout ton cœur, mais ça ne sera pas la même chose. D'accord. Ça sera différent. Ça ne sera pas une affaire pour dire que non, tu aimes celle-ci plus que l'autre. C'est pas un conflit. C'est comme les enfants. Tu n'aimes pas les enfants de la même manière. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de... Pour dire non, il pense trop à sa femme. Donc c'est pour cela qu'il ne porte pas peut-être trop d'attention. C'est faux. Ça fait quand même beaucoup de temps. Hein. Ça fait 4 ans, ça fait pas 4 ans, ouais, bah voilà, c'est pas mal. Pour un homme, 4 ans, on te dirait que c'est l'éternité. Non, c'est pas une éternité, on est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un dans ta vie? Non, il n'y a pas quelqu'un dans ma vie. Donc tu es seul et tu l'assumes. Quelqu'un qui a rentré dans ma vie, ça serait une Camerounaise. Voilà, métisse, bien, claire. Voilà, vierge de père et de mère. Voilà, qui a beaucoup d'argent, surtout qui n'est pas pauvre. Aucune femme pauvre ne peut rentrer dans ma vie. C'est une malédiction. D'accord. Bah, écoute, tu es bien carré. Quand on t'écoute, on sait que tout est clair dans ta tête. Clair. Tu marches en sachant où tu vas. Il n'y a rien qui me surprend. Tout ce qui est improvisé, ce n'est pas chez moi. D'accord. Voilà, tout ce qui n'entre pas dans mon cadre, ce n'est pas chez moi. Quelqu'un peut venir avec un business général, on a un business d'or. On peut se faire 200 millions. Allez faire ça ailleurs, ça va vous rapporter. Moi, ce n'est pas mon domaine. C'est pas ça ton mindset. On va un peu parler de toi en tant que fils, parce que tu viens d'une grande famille, très grande famille. C'est quoi ta situation aujourd'hui avec tes frères? Tu en as 9 ou plus, 9, voilà, frères et sœurs. Tu as tes parents, ils sont toujours vivants, la maman comme le papa. C'est quoi aujourd'hui vos conditions de vie? Il n'y a pas de conditions en tant que telles. Je suis le chef de famille, donc la plupart des lourds problèmes viennent vers moi et autres. Et comme la plupart du temps, ils savent que je suis seul à m'occuper des enfants, donc ils ne me mettent pas trop de pression, on ne te voit pas et autres, on peut taper 3-4 mois, on ne se voit pas avec la mère. Quand on se voit, c'est du bonheur et autres. Donc eux, ils arrivent à comprendre. Donc c'est à moi maintenant de pouvoir essayer ça. J'en pense souvent à pouvoir me réorganiser encore pour qu'au moins une fois dans la semaine, je puisse le voir. Parce que l'épreuve la plus difficile, c'est quand tu les perds. Tu te dis, j'aurais dû. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai l'un de mes collaborateurs qui a perdu sa mère, ça m'a amené à beaucoup réfléchir. Donc je me dis, il faut trouver du temps, mais ils comprennent. Et ils savent qu'ils nous ont mis au monde pour que nous puissions réussir. Donc eux, ils ne se mettent pas dans la pression. Ils disent non, j'ai mis mon enfant au monde, il a réussi, je ne le vois pas tout le temps. Mes parents ne sont pas comme ça. Nous ne sommes pas une famille collante. À tel enseigne que les enfants de mon frère ne me connaissent pas, mes enfants. Donc ce n'est pas une famille où on doit se retrouver tout le temps. C'est une famille où chacun chez lui. Nous, on a été élevés comme ça, chacun pour soi, chacun chez lui. Mes cousins, mes cousines, je ne les connais pas. Non, je ne les connais pas. Je connais quelques-uns, Jojo et autres, les enfants de mon père, les petits frères de mon père, mais les autres, je ne les connais pas. Donc on peut se retrouver, ah non, je suis de la famille Chikaya, moi je suis ton oncle et autres, tout ton oncle, on ne nous a pas élevés comme ça. Mon père nous a élevés solitaires. Mais c'est pas dangereux ça, tu peux croiser une de tes cousines. On ne sait jamais, hein? Dans un coin. Dans le coin. 9 frères et sœurs, tu as tes cousines dehors. C'est arrivé. Voilà, mais ce serait quand même difficile. Que ma cousine ne sache pas qui je suis. Ah, d'accord. Donc, on n'est pas à ce niveau-là. Exactement. Alors, tu es proche quand même d'une de tes sœurs qui est Lolo Beauté. Lolo Beauté. Votre rapport, toujours aussi proche parce que voilà. C'est ma petite sœur dans la famille depuis toute petite. C'est elle, je suis son grand frère chéri. C'est spécial entre vous. Pourquoi avec elle c'est aussi spécial que Parce que tout simplement Lolo Beauté est d'une timidité incroyable dans la vraie vie. C'est vrai. Donc elle est beaucoup timide, elle était beaucoup fragile. Je la voyais beaucoup. Nous on était dans les gangs. Sa grande soeur aussi, Kémy, vous avez son gang. Donc Lolo n'était pas dans les gangs. Donc je me disais que c'est le maillon faible. Donc il faut que je puisse lui donner un cocon de protection pour ne pas qu'elle en puisse la toucher. Voilà comment c'est beaucoup lié. Et après, quand elle a commencé ses activités,
Et je lui ai dit, mais viens sur les réseaux sociaux. Elle dit, non, là-bas, on insulte trop les gens. Elle dit, non, viens, ça va te donner une popularité. Et aujourd'hui, elle a atteint une popularité, un leadership charismatique, incroyable. Donc, lorsque souvent je vais à gauche, c'est elle qui me conseille. Quand elle va à gauche, je la conseille aussi. Et voilà. Tu as l'air fier d'elle, on sent une certaine fierté. Je suis très fier d'elle. Elle a traversé toutes les étapes qu'on peut traverser sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour devenir une icône, on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans parler de Lolo Beauté, c'est impossible. On ne peut pas aussi parler des réseaux sociaux sans parler de toi. Tu es le roi des réseaux sociaux, ouais, incontesté. Sur l'Afrique, sur l'Afrique, tu gouvernes. Ouais. Mais avant de parler de ces raisons, on va terminer avec ton cercle familial, ta famille, ta grande famille. Tu diras que cette enfance, comment était ton enfance? Décris-la nous un peu. Une enfance un peu particulière parce que la maman s'en va à partir de l'âge de 12 ans. Donc 12 ans, on est obligé nous-mêmes de s'élever nous-mêmes. C'est ma grande soeur qui prenait un peu soin de nous. Un grand frère qui était braqueur, donc qui était pour nous une inspiration, vouloir le remplacer et faire mieux que lui dans le domaine du braquage et autres. Et puis, bon, pour rentrer dans les gangs, dans les histoires de bagarres, c'était vraiment une enfance beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Ça t'a impacté en tant qu'homme? Tu étais violent comme quelqu'un, comme homme? On te pousse à bout? Tu es bagarreur? J'essaie. La violence, nous avons un instinct pour tuer. Okay. On le sait en nous que dans le passé, quand nous étions, on peut tuer sans regretter. C'est-à-dire on peut le faire avec une aisance. Une aisance même sans regret et autres. Donc ça fait en sorte qu'on sait qu'en chaque être humain, il y a un monstre qui dort. Donc cette colère, cette violence, aujourd'hui, je l'ai mise dans le travail qui fait en sorte que je suis beaucoup rigoureux dans le domaine du travail avec mes collaborateurs qui estiment souvent que je suis un peu trop violent. Oui, mais tu n'as jamais eu un comportement excessif. Tu parviens toujours à te canaliser. Non, je peux avoir un comportement excessif, très excessif vis-à-vis de mes collaborateurs. D'accord. Très excessif jusqu'à l'heure à un renvoi catégorique. D'accord. Et c'est plus tard que je vais me calmer haute. Et maman, elle a su beaucoup calmer ce personnage qu'on sort de... Parce qu'elle m'a connu dans le monde, parce qu'on était dans le même quartier, nous avons grandi dans le même quartier. Donc elle savait que ce groupe-là, c'était le groupe de la violence. Le quartier, les bagarres avec les machettes et autres. Donc quand je deviens homme de Dieu, chrétien, qu'on se retrouve dans l'église, elle, je ne la connaissais pas. On les appelait les petites filles claires, qui étaient un peu rocking et autres. Donc c'était les enfants un peu bien placés. On était les enfants des vagabonds. On était les vagabonds. Voilà. Et puis après qu'on se retrouve, elle savait que j'avais ce passement. À tout moment, quand il y avait des trucs, elle disait, calme-toi parce que tu vas faire des choses où après tu vas regretter. Et donc ça m'a beaucoup canalisé. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux être excessif. Et puis il y a beaucoup Mathieu aussi qui joue un grand rôle. C'est un foiré de Mathieu. Il est présent. Ouais, lui, il me parle beaucoup. Voilà. C'est l'une des seules personnes qui peut... Lui peut me parler. D'accord. Lui peut me dire, là tu as tort, arrête ça, fais comme ça, et autres. Parce que c'est pas tout le monde qui peut parler au général. Cette enfance, aujourd'hui, quand tu fais un feedback, tu te dis que tu aurais pu changer quoi? Rien. Rien? Non, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon parce que tout ce que j'ai vécu dans mon enfance me permet aujourd'hui de parler aux jeunes. Okay. Quand ils sont en face des jeunes, moi dans ma tête toujours 20 ans. Moi dans ma tête toujours 20 ans. Donc les jeunes, le courant passe facilement, c'est comment et autres. Voilà, sauf que dans ces temps-ci, je sens que je suis un peu trop en colère. Oui. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas. Je suis trop en colère. Donc quand je rencontre des personnes, souvent même qui veulent être sympas et autres, je suis beaucoup plus sur la défensive. Parce que je me dis, le temps, je suis un peu en retard sur mon temps. Mais pourquoi cette rage de réussir tout le temps? Mais même là, tu gagnes quand même de l'argent, tout va plutôt bien. Tes enfants sont en Europe. On dirait que tu peux t'assagir, te poser, vivre un peu. Mais pourquoi cette rage? D'où vient ça? Parce que tout simplement, l'Afrique a 400 ans d'esclavage. Donc nous ne sommes pas là pour nous. Nous ne vivons plus pour nous. On dit oui, on est bon et autres. Non, non, non. Nous vivons pour qu'il y ait un impact, pour que demain, ces Africains nouveaux qui vont naître puissent concurrencer les Chinois, parler avec les autres. Donc quel est le rôle que nous pouvons jouer? C'est pour cela Martin Luther King disait qu'un homme de Dieu qui n'a pas la capacité de répondre aux problèmes sociaux, spirituels, économiques de sa génération a échoué. Donc je veux jouer cet impact les autres. Alors, donc, quand je perds souvent un temps sur une affaire qui n'a pas été rentable pour les Africains, ça me met en colère vis-à-vis de moi-même. Ce qui peut te mettre en colère très souvent vis-à-vis de toi-même, c'est le rapport de certains sur les réseaux ou ton rapport avec les réseaux. Comment déjà tu te dis, il faut que je me mette sur les réseaux? C'est venu à quel moment ça?
Non, c'est quand la télévision nationale d'abord avait pris la décision d'interdire les pasteurs de passer sur la télévision nationale. On n'avait plus un canal parce que moi j'ai été meilleur communicateur de mon pays. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, je me retrouve en prison. Oui. Je sors en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, meilleur communicateur. Oui. Donc, quand la télévision ne nous donne plus accès, il faut un endroit où passer le message. Et puis, un communiqué un jour est sorti sur moi sur First Magazine qui appartenait à Eloge, qui disait que j'avais donné une révélation que j'avais vu les attentats de Bassam. Ce que je n'avais pas dit. Ouais. Et j'ai vu combien de fois les gens m'insultaient, puis on m'appelle, des milices m'appellent. J'ai dit, mais c'est quoi? On dit, va sur Facebook. Donc je découvre les réseaux sociaux. Avant d'arriver sur ces réseaux, tu avais déjà ce relationnel-là. Tu faisais de la communication, mais pas sur les réseaux. Tu avais déjà ce chapeau de chef. Exactement. Dans le domaine de la communication. Voilà, dans le domaine de la même quand communication. je passe à la télé, qui me disent que quand je t'entends comme ça, les elles problèmes sont sont réglés. tu avais déjà cet impact. Exactement. Donc, une fois que Eloge fait cette publication et que tu ne peux pas te défendre, tu trouves le moyen de te retrouver voilà, sur les réseaux. Écoutez, je vais commencer à parler maintenant sur les réseaux. Les petites choses dont je parle sont avec mes gars d'habitude. Les petits trucs sur les femmes, tout comment les gens doivent se comporter, les petites techniques de la marmaille. Et puis je vois des vidéos qui font 25 000 vues, 40 000 vues, 100 000 vues. J'ai des anciennes connaissances qui m'appellent. Il y a des gens qui t'appellent de la Belgique, de l'Allemagne. Je dis, mais attends. Tu découvres quelque chose de merveilleux. Mais voici mon monde. Donc là, je commence à développer maintenant le système. Je m'organise maintenant doucement. À la fin de chaque vidéo, je mets un petit message d'évangélisation. Ceux qui veulent des prières, vous me contactez, tout. Voici comment je me plante maintenant sur les réseaux tout doucement. Et après, comment on appelle ça, Periscope arrive pour les lives. Oui. Parce que Facebook ne faisait pas d'abord les lives. Et puis après, Facebook commence à faire les lives. Puis ça prend l'ampleur est africaine ou internationale. Important, des sujets d'une importance capitale, tout le monde se dit, on attend que le général parle. Mais ça fait tellement longtemps que tu fais ça et tu as eu l'impact à tous les niveaux, ça t'a valu aussi beaucoup de problèmes. Est-ce que tu te dis souvent, il faut que j'arrête avant qu'on ne vire sur quelque chose? Est-ce que à quel moment tu t'es dit, ça devient dangereux pour moi les réseaux? Non, lorsque j'ai commencé à aborder les sujets politiques, oui. Lorsque j'ai commencé à aborder les sujets politiques pendant la dernière élection présidentielle, ça nous a amené même à changer le nom de mes collaborateurs que j'appelais autres. Là, j'ai senti que ça devenait dangereux. Quand des personnes viennent photographier ta maison, ta voiture, ils mettent sur les réseaux pour dire on sait maintenant où tu habites. Est-ce qu'en abordant les sujets sur les réseaux, tu avais quand même conscience du danger? Ouais. Oui. Mais je suis un kamikaze. Moi, je veux un jour mourir pour une vérité. Moi, je ne veux pas mourir vieux. Non. Je veux qu'un jour qu'on dise qu'on l'a assassiné parce qu'il a dénoncé tel fait. Ce serait pour moi la plus grande joie, la plus grande victoire. Il y a quelque chose qui est faux parce que tu as quand même un rapport, tu es très proche de beaucoup de personnes que tu dénonces et que tu attaques très souvent. Est-ce que tu es impartial vraiment? Est-ce que tu défends tes amis ou bien tu as un rapport comment avec ceux que tu connais dans la vraie vie? Parce qu'on a l'impression que tu tires sur tout le monde quand il faut, bien sûr. Quand quelqu'un est proche de moi, qu'il a commis un acte, je viendrai demander pardon à sa place. Je ne vais jamais tirer sur lui. Ça s'appelle un principe de loyauté. Sauf si, dans ce qu'on est en train de faire pour toi, tu nous démontres ton vrai visage. C'est-à-dire que tu as caché ton visage. Puis tu es en train de nous montrer là maintenant. Tu risques de ne pas me reconnaître. D'accord. Là, je vais te combattre parce que tu deviens un danger pour nous et un danger pour l'humanité. Tu as eu des amis proches qui se sont retournés en danger comme ça? Non, que je me suis pas retourné. Oui, des fils, des amis. Une, par exemple, c'était Mabio. D'accord. Voilà, dans son histoire, je n'ai pas du tout apprécié parce qu'on est en train de trouver des trucs, mais elle, avec son téléphone, toujours qui continuait de pouvoir essayer de vouloir toujours, ça m'a énervé. Tu ne peux pas commettre une bêtise. On essaie de plaider pour que tu sortes. Et avec ton téléphone, tu es en train de faire des annonces que tu vas faire des lives, c'est que toi tu es une malade. Oui, ça t'a dérangé. Non, ça m'a tout. Tu as une équipe de com qui surveille ce que tu peux dire, ta ligne de conduite, ou tu te lâches? Il n'y a pas quelqu'un qui surveille ma ligne de conduite. Je suis moi-même mon surveillant. Quand je gâte, je gâte. Quand je gâte, puis il est tort, je répare, il demande pardon. Quand il n'y a pas pardon, il n'y a pas pardon. Il y a des sujets sur lesquels je sais que j'ai raison, tout le monde a tort. Il y a des sujets sur le dossier des Libanais, sur le dossier de Côte d'Ivoire, Cameroun. Je sais que j'ai raison, eux ils ont tort. Donc peu importe qu'ils soient majoritaires, je reste campé sur ma position parce que je connais l'avenir. D'accord. Je connais l'avenir, je sais qu'ils auront tort. Et par rapport aux autres, quel est ton rapport avec les autres blogueurs, les sorties des autres sur toi? Tu as eu beaucoup de sorties quand même. Oui, parce que il faut tous les influenceurs sont fait connaître en parlant de Makosso. 80%.
Que ce soit Boudjou, que ce soit Aya, que ce soit Yaka et autres. Tous se sont fait connaître en parlant d'abord des Makosso, en clashant les Makosso. C'est là qu'ils se sont fait connaître, Seni Kamba et autres. Ils se sont fait connaître d'abord en attaquant le roi. Mais quand tu es un roi et puis tu sais que les enfants doivent manger, qu'on se fait connaître grâce à toi, tu encaisses. D'autres même t'appellent et te disent, viens payer, t'es clashé, mais j'ai pas le choix. Ça t'arrive ça, très souvent. Il faut me répondre un peu pour que vraiment, et puis je lui donne un petit punch. Tu as organisé beaucoup de buzz. Il y a des buzz organisés auxquels tu as participé. Celui de Lolo Bota avec, comme il s'appelle, Tiesco le Sultan. Oui. Et puis celui de Créole. Oui. À part ça, je n'aime pas trop organiser des buzz. Oui, tu préfères quand c'est instantané. Oui, quand ça vient de toi-même. Qui était une fois venu du Cameroun qui disait qu'il était son père. Tout ça, ça a été organisé. Elle m'a dit, papa, j'ai déjà lancé, est-ce que vraiment tu peux m'accompagner dans ça un peu? J'ai vu que son affaire lui donne un peu à manger. Voilà, tu n'as pas venu gâter un coup comme ça. Bon, il faut accompagner les enfants. Voilà, pour ne pas que les Camerounais se rebellent contre moi. Je veille à ce que je ne fuse jamais les Camerounais. Voilà, pour qu'au jour le cas, les 20 étés, on ne veut plus de toi. Au moins, tu prends tes bras, tu dis adieu aussi. Quand tu es installé au Cameroun, tu vis bien. Au cas où les Camerounais ne veulent pas de toi, tu es en Guinée. Mais il faut toujours avoir des pays de relais au cas où. On ne sait jamais dans la vie. D'accord. Voilà. Dans l'art de la marmite, il faut toujours avoir un pied à terre, les pieds à terre. Donc tu diras que tu contentes un peu, à ce niveau des pays, juste pour que, bon, enfin, à un moment ça peut se gâter quelque part. Au cas où ça se gâte là-bas, tu manges là-bas. Au cas où là-bas on ne veut plus de toi, tu manges de l'autre côté. C'est la stratégie de la marmaille. Les réseaux sociaux te rapportent combien aujourd'hui? On ne peut pas dire parce qu'il y a des communications. Parce que tu as tes YouTube, tu as tes chaînes YouTube, non, il y a des publicités, ça ne rapporte pas. Alors les directs, ça te rapporte ça? Oui, les directs, souvent les gens mènent des cadeaux. Sur TikTok, souvent on peut sortir avec 7 000 $, 7 000 €. Voilà, Facebook peut souvent nous payer 4 000, 5 000 €. Mais ça, ce n'est rien. Par rapport aux personnes qui te contactent, je vais faire une publicité avec toi. C'est surtout ça qui est... Voilà, là, tu peux signer des contrats de 25 millions, de 30 millions sur un an. Oui. Voilà. Bah écoute, ce que tu as sur les réseaux aussi, ce sont tes enfants. Ils sont presque tous là, ou tous, hein. On a... Ouais, presque tous là. Il n'y a que Osher. Là, métier là, Paris c'est là, H n'est pas encore là. Lui il vient. Comment c'est lui qui apprend toutes mes pages. Voilà. Tu le formes déjà? Oui, c'est lui c'est l'héritier. Dans toutes les stratégies, je le forme, je lui parle, même dans le domaine du ministère. Ah. C'est un appelé de Dieu. Bah oui, tu es vraiment dans ça avec Osher. Bien sûr. C'est l'héritier de papa. Voilà, je lui dis, toi, tu as servi Dieu. Et s'il veut devenir autre chose? C'est impossible. Il veut devenir artiste, non, rappeur. Non, c'est pas possible. Tu n'acceptes pas? Non, il sera moi. D'accord. Il va gérer mon business. Et ses grandes sœurs aussi sont sur les réseaux. Ouais. Comment est-ce que tu gères tout ça? Parce que tu es quand même sur les réseaux, tu fais des choses. Est-ce que tes enfants ont parfois honte? Est-ce qu'ils te disent souvent de paraître? Non, jamais. Ils n'ont pas honte? Ils savent qui est le vrai père et autres. D'accord. Donc, il peut y avoir des moments donnés où les gens clashent, les gens insultent et autres. Nous, on a habitué. Ils savent bien faire la différence. C'est être un kamikaze. Nous, on est des Mac. Nous sommes les Mac. Quand on se rencontre, on se dit toujours, on a même une chanson, nous sommes les Makosso. Et rien ne peut nous vaincre. Nous, on est gamés comme ça. L'armée. C'est une armée dont chacun est dans son domaine. Kimi a son monde, j'ai mon monde, personne ne vient t'effrayer dans le monde de l'autre. Sauf si elle est proche, par exemple, de quelqu'un qui, par exemple, dit, ah papa, telle personne, c'est mon ami et autres. Donc là, il faut doser autre, voilà. Mais Kimi, elle a viré, là. Elle a une ligne de conduite plus rangée, plus soft. Elle a un travail de com. Tu as intervenu dedans ou bien ça s'est fait naturellement? Non. Chez les Makosso, chacun est ce qu'il est. D'accord. Donc, elle est dans son indépendance. Tu soutiens financièrement sans influer. Toutes ces activités, je finance sans pouvoir lui donner des directives. D'accord. Je peux la conseiller pour lui dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais la dernière décision, c'est elle qui prend. Comme Usher, est-ce que tu avais une vision pour tes filles? Oui. Kimi, je voulais qu'elles soient des avocates internationales, des avocates d'affaires. Ah là, c'est avocate, hein? Avocate sur les réseaux, avocate en business. Plus dans ce domaine. Oui. Mais elle m'a dit qu'elle se sent plus à l'aise dans ce qu'elle fait. Donc, tu as laissé faire. Tu laisses faire. La deuxième, c'est on a Kimi Meti qui est Métis, plus... elle ne sait pas trop. Donc, elle n'a pas encore trouvé. Elle a eu son souci avec ses examens. Comment elle a pris le fait de reprendre autant le bac? Non, elle a repris le bac, mais pour l'année dernière, on a décidé de réserver une surprise aux gens. On avait vu qu'on n'a fait aucune annonce. Voilà. Un matin, on s'est vu, on va où elle est. Ah, voilà, donc, mais ils peuvent savoir où elle est ici. Non, elle a dit elle ne veut plus qu'on parle de ses études sur les réseaux sociaux. D'accord, c'est un choix pour elle. Elle ne veut plus, donc, dès qu'elle a eu son malaise, j'ai dit bon, elle ne composera pas. Et puis on a laissé ça comme ça. C'est mieux ainsi pour elle. Ça l'évite trop de pression parce qu'elle n'aime pas être trop publique.
et autres. Mais c'est des choses qui peuvent se déclencher à n'importe quel moment. À quel moment, d'accord. Voilà, donc Ok. quand ça va se déclencher, ça va se déclencher. En tout cas, tu Paris, par n'interfères exemple, elle pas. est sur les réseaux, Ouais. après elle dit elle ne veut plus le faire. Après, bon, Elle revient. Elle a donc, une belle diction, Paris. Elle prend ça d'où? C'est son séjour en France ou elle a toujours été... c'est son séjour. Non, elle a toujours été comme ça. Parce qu'elle a le nom de Paris, Paris qui est la maman, capitale. oui, c'est Voilà, inné. donc elle a toujours été comme une petite blanche. Oh, mais elle est Voilà, très... elle aime ces genre de petites choses comme les blanches et autres. Cet enfant. Je vais poser une question qui est compliquée, mais qu'on demande souvent aux parents. Il y a ta préférée parmi tous ces enfants? Il n'y a pas de préféré. Parce que quand tu dis que quelqu'un t'a pris, chaque enfant a son histoire. Qui me vient au monde, comment comment on appelle ça, j'étais dans mes moments de souffrance. Difficulté, ouais. Donc c'est elle le bébé de la souffrance. Donc je me dis, elle a trop souffert que les autres. Donc je lui accorde plus d'attention. Parce que vous voyez, même au niveau de la morphologie, elle n'est pas développée que les autres. Parce qu'étant petite, elle n'a pas eu l'alimentation qu'il fallait. Voilà. Métis, elle est venue, c'est mon enfant de bonheur. Elle est venue dès qu'elle est venue, j'ai commencé à avoir de l'argent. D'accord. Paris, elle est venue quand je suis allé en prison. Donc elle, je veille beaucoup sur elle et autres. H, lui, il est venu quand je ressortais de prison. Donc lui, c'est le guéri. Donc chaque enfant a sa particularité. Quand Kimi atteint la majorité, elle est spéciale parce que c'est la grande sœur. Donc il faut lui accorder beaucoup plus de temps pour que sa réussite coule sur les autres. Donc il n'y a pas de préféré autre. D'accord. En tout cas, tu es un papa excellent. Tu es un papa proche de tes enfants. Tu as une éducation unique sur ces enfants. Tu es d'un amour pour eux. Et ce rapport père avec tes enfants est aimé et apprécié de beaucoup. Ça demande beaucoup de courage parce que tu es seul à le faire. Et est-ce que tu es fier de toi-même quand tu te regardes, tu te dis, je suis fier d'être le papa que je suis? Ben, je peux dire oui. Parce que quand tu as des personnes qui t'appellent, qui te disent, oh général, vraiment tu es un père, moi je me dis, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Le jour où tu mets un enfant au monde, toi tu es mort. Tu vis pour ton enfant parce que tu t'es multiplié. Donc toi, comme Jésus Paul dit, Jean-Baptiste Paul dit, je dois disparaître pour que lui croisse. Donc on vit pour que nos enfants montent. On les pousse, on les pousse, on les pousse, on les pousse. Donc je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. Je suis fier quand je les vois ne pas être dans l'alcool, de ne pas être dans les bêtises de la sexualité, de ne pas avoir des amis bizarres et autres. Ça, je suis fier. Je continue de veiller à cela parce qu'aujourd'hui, elles sont des personnages publics. Donc je les fais comprendre les erreurs que nous on a commises, elles ne doivent pas les commettre. D'accord. Donc elles sont beaucoup concentrées. Il faut beaucoup les inculquer aussi les valeurs religieuses. D'accord. Elles savent qui je suis, domaine religieux, domaine influence, domaine papa. Elles savent la rigueur et autres. Parce que je les ai beaucoup chicotés quand ils étaient petits. Donc elles ne veulent pas voir cet homme violent revenir. D'accord, donc ça fait un bon bout de temps que tu n'es plus dans la violence, tu es plus dans la com. Mais tu as su être strict, et tu es doux, tu souffles le chaud et le froid quand il faut. Elles savent ça. C'est ça un parent. Tu es aussi un businessman très concentré, on l'a pu l'écouter tout au long de cette émission. Tu as plusieurs affaires que tu mènes à bien. Quel est ton rêve aujourd'hui alors pour ton futur? Quand je dis quel est mon rêve, aujourd'hui mon rêve c'est de pouvoir jouer un rôle très important d'abord dans mon pays et puis sur le plan africain. Oui, tu veux être politicien. Que ce soit maintenant ou pas, je serai forcément un jour candidat à l'élection présidentielle. Pas parce que j'ai envie de gagner, parce que j'ai envie d'insulter tout le monde. Et quelle est ta vision pour la Côte d'Ivoire? Ma vision pour la Côte d'Ivoire, c'est d'abord le pays le plus riche. Que chaque Ivoirien, lorsqu'il s'élève le matin, puisse savoir qu'il a un rôle important à jouer. Faire de la Côte d'Ivoire le numéro 1 et ne pas avoir faim. D'accord. Si une femme ou un homme en Côte d'Ivoire a la carte nationale d'identité et a faim dans son pays, c'est une malédiction. Là, ils n'ont pas faim. Et tu trouves que les Ivoiriens ont faim actuellement? Les femmes se prostituent sur le quinto à partir de l'âge de 14 ans. C'est la faim qu'ils le font. D'accord. C'est pas normal pour un pays qui a tant de richesses. Tu es aussi un peu au Cameroun. Le Cameroun, on mange mieux? Non, au Cameroun aussi, c'est une catastrophe naturelle en matière de richesse. Et quand on voit aussi la vie de certains Camerounais, j'estime que nos dirigeants doivent, en tout cas, beaucoup vont rendre beaucoup compte à Dieu. Je pense que beaucoup de dirigeants africains iront à l'enfer. Et leur enfer sera très très douloureux. Et leurs enfants vont subir les conséquences, vont vivre l'enfer même sur terre. Vous ne pouvez pas avoir tous ces milliards en Afrique et les populations souffrent. C'est pas possible. Tu arrives au Gabon, tu as des endroits qui souffrent 2 millions de pétrole et il y a des gens qui souffrent. C'est inhumain. C'est méchant. C'est méchant. Des gens dirigent des pays sans aimer le peuple. Moi, je rencontre des dirigeants, il y a des personnes, tu constates, qui n'aiment pas le peuple. Les seuls dirigeants qui, moi, aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a fait un travail exceptionnel en matière de développement. Ceux qui viendront maintenant doivent avoir un cœur maintenant de faire le social. Mais quand vous arrivez par exemple en Guinée, qui est un pays que je recommande aux gens, là-bas, vous avez des dirigeants qui ont plus à cœur de faire avancer leur pays que de manger. Ça, je l'ai constaté. Avec plusieurs 7 ministres que j'ai rencontrés, même le premier ministre, j'ai constaté là-bas, ils ont une vision un peu différente. D'accord. Quel est ton rapport avec les blogueurs et tout ça camerounais sur la vision que tu as sur... Face aux blogueurs ivoiriens, les blogueurs camerounais sont des lâches.
C'est des peureux. Il peut y avoir un problème, ils ne vont pas aborder. Il y a eu le problème de Longué. Tu constates que ceux qui sont dans le pays ne peuvent pas. Ici en Côte d'Ivoire, actuellement on a arrêté Bikongo. Même des gens qui sont ici en Côte d'Ivoire dénoncent, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ici les gens parlent. D'accord. Il n'y a rien. Tu trouves que nous on est plus dans la farce. Oh, le Cameroun, quand je dis nous, c'est le Cameroun. D'accord. Je veux voir mes enfants grandir. Voici votre code de langage. D'accord. Voilà, nous ici, nous c'est gâté, on gâte. Même tu es ministre, même tu as chié, on chie pour te donner. Et pas bon au président de t'enlever, le président te fait sauter. Il y a deux choses qui sont sûres avec toi. On connaît le Makosso des réseaux, mais il y a quelqu'un en privé qui est quelqu'un d'autre. Comment tu te décris le Makosso des réseaux sociaux? C'est pour finir et on va faire le jeu après. Et celui de la vraie vie. Parce que moi, je te connais un tout petit peu et tu es quelqu'un de réservé. On dirait même pas, tu montres ce faste. Mais dès que la caméra est allumée, on a un autre Makosso. Le Makosso des réseaux est un acteur. D'accord. C'est quelqu'un qui joue un personnage. Voilà. Ici, par exemple, je suis dans la nature et dans le personnage de chaque Blé Goudé. Je me mets dans le personnage de l'homme en vrai qui parle avec les émotions et autres. Et après, je me mets dans la peau maintenant du blogueur, de l'influenceur qui parle maintenant. Mais dans tous ces personnages, quel est le personnage que toi tu aimes? Quel est le Makosso qui te plaît à toi-même? Non, c'est le Makosso qui est avec ses enfants. Ok. Le père que je suis. Voilà, celui qui est au service de ses enfants. Que ses enfants peuvent manipuler, commander souvent, faire des caprices. J'aime plus ce Makosso parce que je trouve qu'il est beaucoup doux, il est beaucoup calme. D'accord, donc tu aimes le Makosso doux et calme. Nous, on a aimé être ici, c'était doux, c'était calme, un peu bruyant à un moment, mais surtout on a appris à te connaître, à te découvrir. J'espère que ça a édifié beaucoup sur qui tu peux être. Pour partir de cette émission, très souvent, on fait un jeu. Donc, on va jouer à action ou vérité. Ça te va, ça? Tu préfères quoi, l'action ou la vérité? Je préfère plus la vérité. La vérité. Alors, entre une Camerounaise et une Ivoirienne, tu marieras laquelle, pour de vrai? La Camerounaise. C'est des lions. Tu ne le dis pas pour une farce, c'est vraiment... Non, c'est le Camerounais, c'est des lions, c'est des femmes qui peuvent aller chasser et t'amener un gibier. D'accord. L'Ivoirienne, elle aime plus beaucoup attendre que tu lui envoies le gibier. C'est deux mentalités totalement différentes. Action ou vérité? Vérité. Entre Samuel Eto'o-Fils et Didier Drogba. Samuel Eto'o. Mais développe. Samuel Eto'o en matière de jeu. J'estime que Samuel Eto'o pour moi est le meilleur footballeur africain de tous les temps. Didier Drogba a un statut, je pourrais le dire, mondial. Didier Drogba est une marque. Samuel Eto'o est un guerrier. Parce que vous comprenez, quand on parle de Didier Drogba, Drogba est une institution. Mais si on veut parler en matière de football, je dirais Samuel Eto'o. Si on veut parler en matière de carrure, de leadership, de statut international, c'est Didier Drogba. Didier Drogba se donne un statut que Samuel Eto'o, je me dis, son humilité fait en sorte que tu vois, il n'est pas trop, il est beaucoup humble, il préfère être... Et Drogba, quand on dit Monsieur Drogba, quand Drogba entre, il y a quelque chose. D'accord. Voilà, Samuel Eto'o, c'est l'homme du peuple. Drogba, c'est un statut mondial. Toi, tu préfères l'homme du peuple? Moi, je préfère l'homme du peuple. Action ou vérité? Vérité. Tu as déjà été un époux ou un amant infidèle? Oui, bien sûr. Moi, ma vie, tout le monde connaît ma vie. Voilà, l'infidélité, ça, on l'a bien pratiqué, même avec bon joie et plaisir. Voilà. D'accord. Sans regret. Moi, je ne suis pas des gens qui, non, je regrette. Non, et pour le futur? Il n'y a rien de regret. J'ai bien pratiqué, c'était bien. Et elle-même, elle le savait. D'accord. Voilà. Moi, je suis très honnête. Quand je suis dit, non, cette petite-là, je la gère. Voilà, mais c'est toi que j'aime. Voilà, elle est là juste pour réaliser les positions que j'ai envie de faire. Voilà, c'est ma petite bordelle. Action ou vérité? Vérité. Entre Djeneba Djaba et Viviane. La vérité, quelle est la chanson qui te... C'est Djeneba. Oui, Djeneba parce que... Mais les deux versions même venant de Debordeaux. Parce que Viviane... Même Viviane... Les 5 grosses têtes là, on dirait les chansons de Roseau Vacances. Quand les enfants viennent chanter là. Ça a été fait un peu en soleil, en placali. Mais ça nous représente, on est dans... Ça ne nous représente pas. Ça a été le scoop le plus nul. Hein. Les voleurs, ils sont allés booster même là, le son sur YouTube. Ils auraient dû laisser Debordeaux faire les deux. Regarde, il y a tant de sons de Viviane que Debordeaux a fait sortir quand c'est sorti. Mais Malos m'a été obligé de danser chez lui. Tu n'as pas vu Malos danser? Moi, j'ai vu un Malos danser chez lui en caleçon. Tu as vu? Voilà, je l'ai vu spirituellement, il dansait, il était dit Debordeaux, tu es fort, Debordeaux, non, tu es le meilleur. Tu as un message, on va partir avec ça, un message pour tous les Camerounais qui te regardent. D'abord, j'aimerais dire aux Camerounais que
c'est l'un des peuples duquel je suis trop fier. Parce que vous ne verrez pas des expatriés au Cameroun se glorifier. C'est un peuple qui m'a adopté, les Camerounais, parce qu'ils disent que je suis un Camerounais dans ma manière de faire les choses. Parce que le Camerounais, quand c'est bleu, c'est bleu. Et le Camerounais, quand tu lui dis ici, là, il paraît que personne ne peut passer. Lui, il te dit, je sais comment passer. Pourtant, il n'a jamais fait. Mais il va créer quelque chose pour passer par là. Ça, j'aime ça chez le Camerounais. J'aimerais dire à tous ceux qui ne m'aiment pas, continuez de ne pas m'aimer. Parce que votre haine me permet de pouvoir toujours garder mon argent. Parce que si vous m'aimez tous, vous allez toujours vouloir venir me demander de l'argent. Donc, continuez de me détester, ça me permet d'économiser. Maintenant, ceux qui m'aiment, vous n'avez pas le choix. Mes enseignements et mes révélations vous permettent d'être les meilleurs dans votre génération. Je suis le numéro 1 en coaching de stratégie de réussite. En coaching de matrimonial, c'est moi. Voilà. Et vous parler de comment gérer un homme, c'est moi. Maintenant, stratégie spirituelle aussi. Vous savez, c'est maintenant je vois beaucoup de pasteurs qui prient, maintenant on va prendre le vin, on va prendre l'eau. Avant ils me condamnaient. Les enfoirés maintenant commencent à m'imiter. Le message est clair. Ouais. Il y a une personnalité camerounaise que tu aimerais rencontrer, que tu n'as pas encore rencontrée? S'il fallait une seule. La première dame. La première dame. Ouais. Maman Chantal Biya. Je l'aime bien parce que elle n'a pas de stress, la dame là. Elle vit sans stress. Ou elle ne le montre pas, elle a toujours eu ce voilà, feeling elle de est là, elle va conduite, ici, impeccable. Elle a quelque chose qui me plaît. D'accord. Elle est libre. Ça me plaît. Voilà, ça c'est l'une des personnalités. Et puis je dirais aussi c'est Francis Ngannou. Ngannou, tu n'as pas encore rencontré Ngannou? Cet homme a un vécu et j'ai envie de le mettre devant au moins 20 000 Ivoiriens. D'accord. Jeunes pour qu'il leur parle de son expérience de vie. Ce serait bien ça. Je vais créer ce panel-là où des gens remplissent un palais de sport et puis on invite des sommités tels que M. KPC, des personnalités, Samuel Eto'o-Fils, Didier Drogba, Adebayor, pour parler aux gens comment ils réussissent en tant qu'Africains. Ouais. Voici ce challenge que je veux. Bah, écoute, le challenge que nous avons réussi, c'est essayer de percer ton intimité. Et on a passé un moment, on n'a même pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer. Et je te remercie pour ça. Je te remercie de continuer d'impacter les Camerounais, les Africains, et même à l'international, parce que tu es suivi à peu près partout. On te souhaite d'être le plus heureux des hommes, le plus heureux des businessmen, mais surtout le plus riche de tous. On te souhaite aussi que tes ambitions se réalisent. Et pour le Septalk, on souhaite que l'émission perdure. Qui sera la prochaine personnalité après le général Camille Makosso? Suspense. On se retrouve très prochainement. En attendant, continuez de regarder le Septalk sur les pages YouTube Septomédia. Continuez à nous suivre sur nos pages médias Septomédia et sur Tatiana Septo. Mais surtout, continuez à regarder Canal 2 International. À très bientôt. Merci. Merci, Général. On va dire au revoir tout le monde.